Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h49, les grands débats ce matin. Françoise de Gaulle, Elisabeth Lévy vous appelle 0800 26 300 300. On va revenir sur la une de Causeur, l'interview de Marine Le Pen. Éric Zemmour va faire élire Pécresse selon Marine Le Pen. Et François Hollande, le candidat finalement pour réunir les gauches. Oui, c'est ça. Alors on s'est posé la question avant-hier, puisqu'il y avait une tribune de Yves de Ray là, dans Forbes qui disait qu'il y avait un plan secret du côté de François Hollande. D'abord donc sur Marine Le Pen. C'est une interview dans le numéro de Causeur qui sort là de février, Elisabeth Lévy. Vous avez donc interviewé Marine Le Pen et elle est toujours en guerre, alors avec plus que jamais en guerre avec Éric Zemmour. Bah oui, et d'ailleurs, enfin moi je voudrais dire d'abord évidemment Marine Le Pen dit ce qu'elle veut, c'est pas nos propos à nous, et Éric Zemmour pourrait dire un peu la même chose, si vous voulez. Donc effectivement, alors il y a quand même des différences entre les deux, y compris sur les électorats. Il y a si vous voulez, il y a une intersection, il y a deux ensembles, il y a une intersection commune, des électeurs communs, mais chacun, évidemment, a ses propres électeurs en plus. C'est-à-dire que... Et en fait, pour eux, la clé du second tour, pour Éric Zemmour, c'est d'attirer quand même un certain nombre de ses électeurs, disons, plus populaires. Et pour Marine Le Pen, à mon avis, c'est quand même d'attirer un électorat plus bourgeois, etc. Alors, ce qui m'a tout de même frappé, c'est que, vous savez, il y a cette blague qui était, je crois, dans le Canard enchaîné il y a quelque temps. C'était Marine Le Pen qui disait avec moi, faites barrage à l'extrême droite. Ouais. Parce qu'elle a gauchi un peu son image, quoi. Alors elle l'a surtout adouci, elle l'a normalisé. Elle dit d'ailleurs, alors ça m'énerve un peu parce qu'elle le dit aussi dans le Figaro d'hier, alors qu'elle nous l'a dit à nous il y a 10 jours. Elle dit aussi Zemmour reproduit toutes les erreurs de mon père et en tous les cas elle pense surtout à une erreur qui est d'assumer la diabolisation. Mais voilà, maintenant il y a un enjeu actuellement qui est quand même après la déclaration de Marion Maréchal en fait l'autre jour, qui est sur la réserve, mais on l'a bien compris qu'il va pas soutenir donc sa tante et qui est plutôt du côté d'Éric Zemmour. Au sein des rangs RN, là je vois à Marseille le RN qui explose, 4 conseillers municipaux sur 9 qui quittent le groupe au conseil municipal, alors que Stéphane Ravier refuse de sanctionner justement une élue qui parraine Éric Zemmour, quoi. Donc c'est tendu. Oui, mais juste je voulais dire ça, ce que peut amener Marion Maréchal Le Pen, c'est Marion Maréchal, c'est le sud de la France et son électorat, c'est ça qu'elle peut amener. Mais c'est-à-dire, en gros, ça peut faire bouger au plan national 0,5, les gens qui sont plus ou moins proches de Ciotti parce qu'elle a gagné sur son nom. Il faut quand même bien réaliser que ça fait maintenant une semaine qu'on est dans cette percolation, que les gens ont bien percolé et que il n'y a aucun sujet sur qui fait la course en tête dans cette primaire de l'extrême droite. C'est Marine Le Pen, à l'évidence. Elle écarte 3, 4, 7 sur le rolling d'IFOP. Elle écarte quasiment à 6 points avec Éric Zemmour. Donc, non, c'est rapproché là. Non, je suis pas sûr. 14 à 17. En plus, on ne sait pas s'il y a un vote caché Zemmour. Alors justement, tous les sondeurs dignes de ce nom disent que les votes cachés n'existent plus, ni Zemmour, ni Le Pen, ni Mélenchon. Donc ça, voilà. Donc elle continue d'écarter. Moi, je veux bien qu'on joue à ce suspense-là qui, pour le moment, n'existe pas. C'est le premier point. Et moi, j'ai été frappé. Je suis très étonné qu'on ne se soit pas jeté sur votre interview parce que parler comme ça, Marine Le Pen, c'est un vrai angle de campagne. Alors, je trouve, c'est exactement, il commet les erreurs de Jean-Marie Le Pen. En gros, il est dans la radicalisation qui est telle qu'il ne peut pas élargir son champ. Alors, il y a quand même autre chose, moi, qui m'intéresse et qui va m'intéresser aussi, François, c'est que dans le fond, il y a aussi deux stratégies qui découlent de deux analyses du paysage politique ou c'est-à-dire que pour Éric Zemmour, il y a encore un clivage droite-gauche puisqu'il veut faire l'union des droites. Éric Zemmour, c'est un conservateur. Moi, je ne lui donnerai pas du tout le titre d'extrême droite, malgré ses foucades, si je puis dire. D'ailleurs, moi, je n'aime pas ce mot d'extrême droite parce qu'il nazifie, etc. Ouais. Bon. Mais Marine Le Pen, elle nous le dit clairement, elle pense que le clivage droite-gauche n'a plus de sens et que le clivage idéologique aujourd'hui, c'est populiste, mondialiste. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, moi, je pense qu'intellectuellement, théoriquement, c'est plutôt elle qui a raison, mais que dans la pratique, si vous voulez, le clivage droite-gauche perdure, qu'il reste
une espèce d'affiliation affective. Les gens se disent de droite ou de gauche encore, même si ça n'a pas de sens. Et ben moi je suis pas d'accord. C'est le seul point sur lequel je suis d'accord avec Éric Zemmour, c'est que je pense que le clivage gauche-droite existe profondément, que la façon de percevoir le monde quand on est de gauche, c'est pas tout à fait la même, que c'est même carrément pas la même que quand on est de droite. Je pense que ce sont des lignes très profondes de pensée qui ne disparaîtront pas. Et Marine Le Pen, ça l'arrange, mais Marine Le Pen, elle a tort, à mon avis, de jouer. Elle rentre dans le jeu d'Emmanuel Macron. Le jeu d'Emmanuel Macron, c'est de dire le monde se partage en deux. Vous avez les progressistes d'un côté, genre les êtres de lumière, etc. Et puis vous avez les hommes et les femmes des cavernes de l'autre, c'est-à-dire les populistes. Ça fait 5 ans qu'il vit là-dessus, Emmanuel Macron. Il va refaire une campagne là-dessus. C'est moi ou le calot, c'est la lumière, etc. Ouais. Et elle a tort, Marine Le Pen, elle a vraiment tort de rentrer dans cette idée-là. Mais il y a quand même un clivage entre la France des métropoles, des gagnants de la mondialisation, et la France des perdants ou des gens plus éloignés des centres de pouvoir. Je suis d'accord, mais je pense que la fracture gauche-droite existe profondément et je pense que c'est une faute stratégique de rentrer dans le jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, 0826 300 300. Est-ce que Marine Le Pen, quand elle dit Zemmour va faire élire Pécresse, est-ce qu'elle a raison de dire ça? Vous pouvez nous appeler et réagir, on en parlera tout à l'heure à 9h15, juste après Revel en campagne. Un mot aussi, Françoise de Gaulle, parce que vous connaissez bien le Parti Socialiste, évidemment. Ségolène Royal, François Hollande, tous ces bruits autour de François Hollande. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Il pourrait revenir mi-février ou pas? Moi, j'ai discuté avec lui, clairement. Quand j'ai vu ses déclarations, j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je vous livre tout. J'ai dit, non, mais tu vas pas être candidat. Il dit, non, je ne suis pas candidat. Donc, à moins de mentir à ses amis, mais il peut... Ce serait pas la première fois. Pas la première fois qu'il mentirait comme un arracheur de dents. Il n'est pas le seul. Le mensonge étant une succession de sincérité successive. Voilà. Et donc, une nécessité de la vie sociale. Voilà. Donc, plus sérieusement, sérieusement, j'y crois pas une minute. Je crois pas du tout. Je pense qu'il veut continuer à jouer le jeu. Je pense qu'il veut sauver le Parti Socialiste. Je pense qu'il veut. Oui, mais s'il veut sauver le Parti Socialiste, parce que Hollande ne prendra, il a même pas pris le risque. Anne Hidalgo, elle est à 2-3%. Est-ce qu'elle peut peut-être monter au-dessus? Mais je ne sais pas. Mais il y en a beaucoup à l'intérieur du PS qui disent non, mais c'est pas possible. Je vais vous répondre par une question. Est-ce que vous imaginez que le Parti Socialiste actuel, avec Olivier Faure, qui ne passe pas un coup de fil à François Hollande depuis 2 ans, accepterait une substitution du président sortant? Oui, mais quand vous avez le mur en face. Mais le mur, mais avec vous Hollande, appelez le 15. Mais jamais vous appellerez le 15 parce que François Hollande c'est pas le 15, donc voilà, et il est trop prudent. Il aime pas se faire mal. Donnez-moi son numéro de téléphone, on va l'appeler dans un instant. Vous l'avez, je vous l'ai déjà donné. Oui, effectivement. Elle balance tout. Je balance tout, moi, je parle vrai, moi, madame. Appelez-nous, François Hollande, 0826 appelez-nous, 300. François, appelle-nous. S'il te plaît. Et vous aussi, bien sûr, vous nous appelez 0826 300 300. Donnez-nous votre avis. Et dans un instant, Revel en campagne. À tout de suite. Sud Radio présidentielle 2022. Et donc, Revel en campagne. Éric Revel, bonjour. Bonjour Cécile. Bonjour, Éric qui va aussi évidemment au fond des choses. La crise du logement, on en parle peu, effectivement. Hier, il y avait eu grand oral avec la fondation, effectivement, Abbé Pierre. Sur le mal logement. Oui, sur le mal logement. Parce qu'on ne construit pas assez de logements dans notre pays. Les prix des loyers ou du mètre carré grimpent, pendant que le pouvoir d'achat des Français, il s'étiole. Oui, alors la Fondation Abbé Pierre, un petit mot quand même, parce que si Jean-Luc Mélenchon a surnagé le débat d'après les gens qui étaient présents, c'était un véritable naufrage pour Christiane Taubira, qui visiblement ne connaissait pas le dossier du mal logement, alors qu'elle s'intéresse aux déshérités. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a passé un sale moment, Christiane Taubira. Alors sur la construction de logements neufs dans notre pays, on peut dire que c'est l'un des échecs les plus cuisants de ce quinquennat. Là où les spécialistes estiment qu'il faudrait livrer 500 000 logements par an pour éviter une crise majeure, la production dépasse péniblement les 300 000. Du coup, vous le savez, les prix des loyers augmentent, rajoutant aux difficultés de pouvoir d'achat actuelles des Français. Et le prix du mètre carré pour ceux qui veulent acheter continue d'évoluer à la hausse, consacrant évidemment le décalage entre l'offre et la demande, notamment à une maison individuelle depuis le déclenchement de la crise sanitaire en 2020. La question du logement, premier poste de dépense des ménages, est une priorité des Français que les candidats à l'élection présidentielle, Patrick, abordent en ordre dispersé. Oui, Éric, que proposent les principaux candidats à la présidentielle? Alors, ils proposent beaucoup de choses. J'ai essayé de résumer et de synthétiser. La gauche, ça ne va pas vous surprendre. Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot mettent le paquet sur la construction de logements sociaux. Quelques chiffres. Hidalgo, 150 000 logements sociaux par an. Jadot, 700 000 logements sociaux sur le
quinquennat, plus 10 milliards d'euros sur la table par le candidat écologiste pour la rénovation thermique. Jean-Luc Mélenchon, lui, c'est 200 000 logements sociaux par an, exactement d'ailleurs le même chiffre que Fabien Roussel, le patron du Parti communiste français. À droite, Valérie Pécresse, elle veut trouver du financement, elle veut fusionner le livret A et le livret de développement durable pour la création d'un livret qu'elle appelle vert, doté d'épargne fusionnée, 120 milliards d'euros pour construire des projets de logement à bas carbone. Valérie Pécresse qui dit qu'il ne faut pas dépasser 30% de HLM par commune. Marine Le Pen, dont on parlait tout à l'heure, elle veut promouvoir une France de propriétaires ruraux avec une initiative originale, des prêts à taux zéro de l'État de 50 à 100 000 euros pour cette accession à la propriété. Et puis Éric Zemmour, lui, il veut supprimer la fameuse loi RSU, que Christiane Taubira ne connaissait pas hier lors de cet oral, qui impose, on le rappelle, à toutes les communes 25% de logements sociaux. Il considère, Éric Zemmour, que le logement social, je cite, essaime l'immigration. Ces projets en faveur du logement social ou de l'accès à la propriété, est-ce qu'ils vous semblent faisables, réalisables ? Tous ces projets, notamment de logements sociaux, même si on en a besoin, ne sont pas vraiment financés. Pire, ces projets oublient un détail essentiel, c'est que pour construire, il faut du foncier, il faut du terrain. Or, c'est un vrai problème en France. Alors, il y a des pistes quand même. Transformer, par exemple, les friches et les terrains de la SNCF en terrains à bâtir. Recycler les friches industrielles, notamment des centres commerciaux en périphérie qui périclitent, puisque le commerce se déplace plutôt en ville. On pourrait les transformer en terrains à bâtir. Ou lancer, d'ailleurs, un autre projet, le grand retour des logements de fonction. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les grands administrations. Ça permettrait de dégager du foncier, donc de construire des logements. L'accès à la propriété, on le sait, est devenu pour beaucoup un rêve inaccessible financièrement. Depuis 10 ans, le taux des propriétaires en France ne bouge pas. Il ne bouge pas, c'est-à-dire que les Français n'arrivent pas à accéder à la propriété. Il est toujours aux environs de 56-57%. L'encadrement des loyers est imaginé aussi par certains candidats de gauche. Il a été mis en place ici et là, mais il a souvent aussi pour effet de bloquer le marché de la location. Donc les Français ont besoin de se loger. La baisse de leur pouvoir d'achat accélérée par la résurgence de l'inflation, implique une réponse urgente du nouveau président, de la nouvelle présidente, élue ou réélue. Et les Français le disent dans tous les sondages, il y a urgence. Merci Eric Revel. C'est un sujet qui revient régulièrement, pas forcément toujours en une dans les campagnes présidentielles, le logement. Et pourtant, c'est essentiel. Quand on parle en fait du pouvoir d'achat, Elisabeth Lévy, Françoise Degois, Éric Revel et vous, au 0826 300 300, on parle énormément des factures, de l'énergie, etc. Mais le logement, c'est le poste le principal. Vous avez tout à fait raison, et je crois que c'est une des plus mauvaises ventes de causeurs. On a fait une sur le logement social, parce que ça nous paraissait être un sujet vraiment important. Et ça a été un flop. Alors vous avez raison quand vous dites. Mais vous aviez fait le logement social, donc peut-être. Non, mais même c'est un sujet très important, mais comme vous dites, c'est pas un sujet en une. Et je trouve qu'Éric a eu bien raison de faire sa chronique là-dessus. Moi, j'ai une question, en fait. Je maîtrise pas vraiment le dossier. Je vois bien que c'est un gros problème, par exemple, pour beaucoup de Français de se loger dans les villes, et que dans les grandes villes comme Paris, les ménages des classes moyennes ont été chassés. Ça, c'est vraiment terrible. Moi, je me demande villes aussi. Il n'y a pas que Paris. Oui, dans toutes les grandes villes, pardon. Tous les centres-villes. Dans tous les centres-villes, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la gentrification. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a plus de classe moyenne, il n'y a que effectivement des pauvres, des très pauvres si je peux dire, ou des milieux très modestes et des très riches. Et c'est un problème. Mais ma question est, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers de notre système de logement social ? Je m'explique, c'est-à-dire qu'en Allemagne, par exemple, il me semble que le système consiste à donner, si vous voulez, à donner une subvention aux ménages, et ils vont se loger sur le marché privé, c'est-à-dire on les aide à avoir un logement sur le marché privé. Et je me demande si plutôt que de créer finalement, si vous voulez, toutes ces zones de logements sociaux qui sont vraiment souvent pas terribles, etc. Et ça s'améliorer, mais oui. Mais en plus avec l'idée, si vous voulez, que les gens ne voient même pas ce que ça coûte. Vous voyez bien que quand on paye un HLM, on voit pas ce que ça coûte. Je me demande si ce système ne serait pas préférable, Eric. Oui, je sais pas. Alors le marché immobilier allemand, il est un peu différent du marché immobilier français. Par exemple, très longtemps, la capitale Berlin était
était très sous-coté. Oui. C'est-à-dire que le prix du mètre carré à Berlin n'avait rien à voir avec celui du mètre carré à Paris ou dans les grandes villes françaises. Donc il y avait un vrai décalage. D'ailleurs, il y avait beaucoup de sociétés immobilières qui investissaient en Allemagne, mais pas pour construire des logements pour les Français, pour construire des logements ou pour acheter des logements pour les Allemands ou pour faire de la spéculation immobilière. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on le rappelait tout à l'heure, c'est le premier poste de dépense des ménages. C'est le premier poste, que vous soyez locataire ou propriétaire, que vous payiez un loyer tous les mois ou que vous remboursiez un emprunt tous les mois. C'est un vrai poste. Et il faut quand même le souligner parce que le gouvernement n'en parle pas assez. Et la ministre Wargon, chargée du logement, est toujours un peu sur des charbons ardents quand on en parle. C'est que on avait des objectifs au début de ce quinquennat extrêmement ambitieux de construction de logements, et ces objectifs n'ont pas été tenus. Donc la crise s'est élargie. Donc la crise s'est élargie. Donc le mouvement d'exfiltration des classes moyennes, notamment de Paris, continue. Et finalement, on parle de l'inflation, on parle de l'énergie, mais on ne parle pas de ce poste central qui est le prix qu'il faut payer pour se loger. Françoise de Goua, vous vouliez ajouter? Oui, Emmanuel Macron l'a reconnu. D'ailleurs, il a été obligé de le reconnaître hier devant la fondation de l'Abbé Pierre. Il l'a reconnu. Il a dit effectivement. Ah oui, il l'a reconnu. Il a dit on n'a pas été assez loin, je le regrette. Bon, on se demande bien qui c'est qui gouvernait pendant 5 ans. C'est ça. Lui, son projet, c'est un peu compliqué aussi. Vous avez vu son revenu minimum. Il veut son revenu minimum d'activité. Il veut fusionner les APL avec les minima sociaux, avec une meilleure accession. Il faut quand même. Moi, je rajoute ce que vous dites au logement. Ça va dans le grand package, si vous voulez, des travailleurs pauvres. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ne peuvent même plus accéder au logement. La légende des gens qui dorment dans leur voiture pour aller travailler n'est pas une légende, c'est une réalité de plus en plus fréquente aux abords des centres-villes, des grands centres urbains. Donc je suis d'accord. Mélenchon a beaucoup bossé sur le logement, Anne Hidalgo aussi dans son programme, mais la réalité, si vous voulez, c'est que il faut mettre de l'argent, énormément d'argent sur la table, et puis il faut faire respecter la loi SRU dont vous parliez tout à l'heure. Honnêtement, en termes de logements sociaux, il y a les bonnets d'âne vraiment dans les grandes villes. Neuilly, on prend toujours l'exemple de Neuilly, mais pas simplement Neuilly, qui ne respecte pas le pourcentage des logements sociaux. Le logement, c'est pas qu'une affaire d'argent, c'est votre intimité, c'est l'endroit où vous rentrez pour vous ressourcer d'une vie sociale qui est parfois heureuse, parfois agressive, etc. C'est fondamental. La maison, c'est un droit humain, c'est partie des droits de l'homme, je suis désolé. Et donc vraiment, ce combat, il faut le prendre à bras-le-corps. Et effectivement, Christiane Taubira n'a pas été brillante hier, ça c'est sûr. Juste à Paris, il me semble que Anne Hidalgo, si vous voulez, fait beaucoup de moulinets, mais elle a surtout, en réalité, fait de la transformation. Elle a très peu construit. Mais parce que Paris est contraint. Paris est la capitale et la ville au monde la plus dense. Elle est plus dense encore que Tokyo en termes. Alors je vais vous donner un exemple à côté dans le quartier où j'habitais avant, qui était aussi le vôtre. C'est-à-dire, je vais le dévoiler. On va pas faire que Paris, mais allez-y. Non, mais c'est le quartier du Marais à Paris. Il y avait un très bel immeuble du 17e qui a été rénové, refait en logements sociaux. 2 jours après, il y avait des dealers, des gens qui faisaient la queue en bas pour acheter leur dope, etc., etc. Alors il faut comprendre. Moi, je comprends très bien les riverains qui n'ont pas forcément envie de voir venir s'installer. Non, mais il faut aussi la réalité, c'est ça. Oui, mais vous connaissez bien la RIVP, par exemple, qui gère tous les logements sociaux à Paris. Et là, je parle de ce que je connais, mon quartier, les quartiers alentours, c'est-à-dire le Marais, etc. Ça se passe très bien dans les logements de RIVP. Ça se passe très bien aussi dans les logements de la RIVP. On va prendre un tout petit peu de hauteur. C'est pour quand même vous expliquer que ça peut aussi. On dit toujours les salauds de Neuilly, ils veulent pas de logements sociaux. Les logements sociaux, ça peut aussi amener un certain type de problème. Ça amène aussi ce que vous dénonciez, pardonnez-moi, dans plein de villes de France, cette gentrification, ça amène aussi la possibilité pour la classe moyenne de rester aussi dans les centres-villes. Mais moi, le logement social, c'est pas fait pour les classes moyennes, dans tous les cas, pas à Paris. Excusez-moi, vous avez le logement social. Excusez-moi, vous avez le logement social, et puis vous avez les loyers qui sont très en dessous du prix du marché pour justement les gens de la classe moyenne. Vous le savez très bien. C'est pas un truc. L'un des problèmes, évidemment, sur le. Alors, si vous dites que le logement, ça n'intéresse pas, c'est que bien souvent, en fait, il faut changer le terme. Vous parlez d'immobilier, ça intéresse. Le logement, ça n'intéresse pas. Et ça, en fait, merci ça fait... du conseil, Patrick, on le fera la prochaine fois. Non, mais je vous le dis, ça fait 30-40 ans que je suis, en fait, cette question que je l'ai toujours vue. Donc, un titre change tout. Je peux vous poser une question à ce sujet ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport, en fait, au logement social, le principal problème, c'est qu'il n'y a pas de turnover. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le logement social, beaucoup de familles restent
quoi qu'il en soit, dans les logements sociaux, même si évidemment elles accèdent à des revenus supérieurs et elles ne bougent pas. Et comme il n'y a pas de turnover, eh bien, des personnes qui devraient accéder en fait au logement social n'y arrivent pas en fait. Et ça, c'est un problème fondamental. C'est un problème d'inspection, ça. C'est un problème aussi de déclaration. Oui, alors on a réévalué un petit peu, mais pas suffisamment. Voilà, Éric Revel. Oui, non, je voulais dire quand même que quand on regarde un peu dans le détail les succès et les échecs d'Emmanuel Macron dans ce quinquennat, alors on a un Bruno Le Maire flamboyant et triomphant qui annonce toujours les chiffres qui ne gênent pas ou les dossiers qui ne gênent pas, mais regardez dans l'actualité récente, on s'aperçoit qu'il y a des promesses d'Emmanuel Macron ou des objectifs qui n'ont absolument pas été tenus. On parle du logement là et des 500 000 qui n'ont pas été tenus, de construction par an. On parlait à cause du scandale Orpea de la loi dépendance que Emmanuel Macron devait mettre en place en 2017. SDF aussi, un jour. Et voilà, et qu'il a pas qu'il a mis de côté pour des raisons qui lui appartiennent. En fait, quand vous regardez les zéro SDF qui avaient été aussi promis comme objectif par Lionel Jospin, mais quand vous regardez dans le détail, en fait, il y a quand même beaucoup de dossiers sur lesquels ou les réformes n'ont pas été faites, ou les objectifs n'ont pas été tenus, ou les promesses ont été écartées. Et ça, peut-être qu'au moment où le chef de l'État va se déclarer candidat, ses opposants, les autres candidats à l'élection présidentielle, feraient bien de potasser leur dossier et de lui demander quel est le bilan sur tous ces dossiers. Je vous rappelle qu'une des choses on en parle beaucoup avec Frédéric Dabi après l'élection, qui ont amené beaucoup de gens à voter Emmanuel Macron, c'était la promesse possible d'avoir l'accession au chômage pour les indépendants. Vous vous souvenez de cette promesse de campagne ? Où est-ce que c'est passé ? Vous vous souvenez de la banque publique pour financer les campagnes électorales qui devait être portée par François Bayrou ? Où est-ce que c'est passé ? Moi, je pense qu'il y a beaucoup tout est tombé dans les limbes. Où est passé tout court François Bayrou, si vous voulez ? Non, mais c'est bien, on a un commissaire, mais on n'a pas de plan. Que fait François Bayrou ? Et pour terminer sur le logement, c'est vrai, cette semaine, nous avons fait dans La Vérité en face, on passe une demi-heure avec des spécialistes chaque matin. Et on avait un spécialiste du logement qui nous disait que c'était évidemment cet échec et que ça pesait énormément dans le loyer, dans les ménages, dans leurs revenus, leurs dépenses. C'est terrible, ça va de 30 à 50% évidemment, et le pouvoir d'achat en prend beaucoup. Nous y reviendrons la semaine prochaine sur ces trois sujets d'ailleurs, Éric Revel, c'est-à-dire sur évidemment la dépendance, que faire de nos aînés, ça c'est un sujet fondamental. Nous y reviendrons sur le zéro SDF, on y reviendra, et puis sur l'immobilier, j'appellerais ça l'immobilier, ça fait plus rêver et pourtant c'est fondamental que le logement. Un mot d'ailleurs, et c'est intéressant, c'est une enquête qui est dans le Parisien ce matin. Les investisseurs étrangers en France et en Île-de-France. Savez-vous quels sont les principaux investisseurs dans l'immobilier ? Qatar. Non, mais d'une façon générale. Eh ben non. Les Chinois, alors. Non, ce sont les Portugais. En Île-de-France. Mais les privés, vous voulez dire oui, je parle en fait, d'une façon générale. Non, mais d'une façon générale, ce sont les Portugais, 15%, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a un témoignage qui est intéressant d'une jeune maman portugaise qui dit dans ma famille, tout le monde est propriétaire, personne n'a jamais été locataire parce que c'est vraiment jeter l'argent par les fenêtres. C'est ce souci, donc, évidemment, d'avoir un toit, et ce qui est fondamental. Et de le transmettre, c'est-à-dire alors, en deux, ce sont les Chinois, avec 10,1%, et en 3, ce sont les Algériens, 7,8%. Alors évidemment, après, vous avez les Qataris, etc., sur des grandes opérations à Paris, mais voilà, ça c'est d'une façon générale sur l'Île-de-France. Allez, on continue dans un instant. Sud Radio, les grands débats du matin. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h21, tout de suite les grands débats, bien sûr, c'est la suite. Éric Revel, Elisabeth Lévy, Françoise Degois vous appelle 0826 300 300. Et on va revenir sur la phrase d'Olivier Véran qui a annoncé hier que le pire était derrière nous. Oui, le pire est derrière nous. Qu'est-ce que ça suscite chez vous, Françoise Degois? Vous des sourires, c'est-à-dire que... Parce que, écoutez, c'est de la guignolerie. Le pire est derrière nous, c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Demain, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire l'inverse. On est quand même dans un délire. On est passé du tsunami, de l'hôpital qui allait exploser. On allait tous mourir. Attendez-vous à savoir qu'on va mourir. Mais embrassons-nous Folleville. Ça, c'est la seule chose vraie. On va tous mourir. On peut tous se mélanger, continuer à se refiler les virus maintenant depuis hier dans le stade. C'est plus du tout grave. On se mélange les poils, vous voyez, les sueurs. Mélangeons-nous. C'est pour ça que ça m'inspire une grande. Ça m'inspire qu'on lâche du lest avant la présidentielle. Voilà. Évidemment. Écoutez, avec tout le respect qu'on doit au ministre de la
santé. Moi, ça fait longtemps que j'écoute plus Olivier Véran. Voilà, je veux croire à la fin de l'épidémie, mais si vous voulez, on nous a raconté tellement de choses, on a fait tellement d'allers-retours, on a tellement angoissé les gens, on a tellement joué avec leurs nerfs, au prétexte qu'on ne connaissait pas l'épidémie, que moi, Olivier Véran... quand je le vois apparaître sur un écran, j'ai plutôt tendance à baisser le son parce que je crois plus à ce qu'il dit. Bon, croyez plus. Alors moi, d'abord, je reprends à mon compte les propos de l'excellente chronique de Françoise ce matin, les propos d'Éric Revel à l'instant même. Donc je reprends tout ça à mon compte. T'as aucune personnalité en fait. Aucune. Je dis quand même qu'il y a quand même beaucoup de cynisme dans cette affaire. Si vous voulez, non, j'insiste juste. Je mets un petit coup de marteau sur ton clou, Françoise, c'est-à-dire que nous faire parce que tout d'un coup, on entre en campagne, qu'Emmanuel Macron va annoncer, probablement, il va finir, je suppose qu'il va annoncer sa candidature avant le 10 avril. Donc, un jour. Donc, au moment où Emmanuel Macron doit annoncer sa candidature, nous faire ce petit jeu-là, il se fout de notre gueule. Et moi, je dis qu'au moins, il y a une chose, je fais un pari devant vous, je pense que même si Emmanuel Macron est réélu, Olivier Véran ferait mieux de chercher un nouveau job. Bon, je ne sais pas. Bon, et puis, je pense juste que cette affaire de levée du pass sanitaire, je vais vous dire un truc qui va vous choquer, mais ça rentre dans la politique de communication de l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron. Vous verrez que tout ça sera bien arbitré, que ça se télescope. Non, mais c'est une bonne nouvelle. Mais il va nous l'annoncer 15 jours avant, ou 10 jours avant. Voilà. Et le masque à l'intérieur jusqu'au printemps, il se moque de nous. D'être synthétique. 0826 300 300 avec Baptiste qui nous appelle de Boulogne-Billancourt. Bonjour Baptiste. Bonjour. Vous vouliez revenir, vous, beaucoup plus sur le sujet qu'on va aborder tout à l'heure, sur les policiers, c'est ça ? Oui, sur les policiers et sur les déclarations de quelques-uns des candidats qui ont préféré aller parler avec un syndicat de police un peu sulfureux plutôt que d'aller parler logement avec la Fondation Abbé Pierre. Ah bah, certains sont allés quand même devant la Fondation. Certains ont fait les deux, vous avez raison, certains ont fait les deux. Ouais. Et pourquoi vous estimez qu'ils n'avaient pas à faire ça, aller discuter avec un syndicat de police ? Oui, bien sûr, il faut discuter avec tout le monde, il n'y a aucun problème. Moi, je suis un affreux gauchiste, donc je ne prône pas du tout le repli sur soi. Je pense qu'il faut discuter avec tout le monde, ça, il n'y a pas de problème. Bah oui. Je ne suis pas sûr que le syndicat Alliance Police d'abord représente tous les policiers. C'est vrai, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vrai. Voilà, donc si on veut discuter avec les policiers, d'accord, mais dans ce cas-là, il faut discuter avec tous les policiers. Je pense que dans les propos qui ont été tenus hier, en tout cas, j'ose espérer, parce que je suis encore un peu naïf, mais j'ose espérer qu'il y a des policiers qui sont chez Alliance, qui ont pu être choqués par certains propos qui ont été tenus hier. Je ne veux pas citer les noms, mais vous allez les reconnaître. Mais quand on a quelqu'un qui dit en face de vous, ce ne sont pas que des délinquants, ce sont des ennemis avec lesquels nous ne pouvons pas cohabiter pacifiquement. Moi, ça m'effraie. Et quand en plus derrière, on dit qu'on va supprimer le juge des libertés, qu'on va en gros dégager les avocats qui encombrent et qu'on va revoir un petit peu le système de légitime défense des policiers. Moi, j'ai un peu peur. Après, je suis un sale gauchiste, donc je suis peut-être un peu. Comment on est deux sales gauchistes, c'est bien, on est moins deux, il y en a encore. Merci Baptiste. Autre appel 0826 300 300. Et c'est Pierre qui nous appelle du Médoc. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour à l'équipe, bonjour aux auditeurs. Bonjour. Je voulais simplement dire à Madame Françoise de Gaulle que plus vous parlerez fort et plus vous avertirez les gens qui regardent la candidature de M. Zemmour, et je crois que plus vous les renforcerez. Ça n'est pas parce que l'on parle fort, haut et véhément que l'on a forcément raison. D'ailleurs, M. Zemmour, apparemment, est en train d'évoluer dans son discours, est en train de le polisser, d'écouter, de se mettre à l'écoute des Français. Et contrairement à ce que vous avez l'air de croire, je peux vous dire que sur le terrain, quand je discute avec des concitoyens, des voisins, quand je fais mes courses, etc., eh bien, la candidature de M. Zemmour fait des émules et reçoit de plus en plus d'accueil. On verra bien le résultat. Au niveau des sondages que l'on publie régulièrement, il a été dit clairement il y a quelques jours sur une antenne qu'on avait une marge d'erreur de 2% du sondage et qu'on savait que quand on publiait un sondage, ça pouvait amener une évolution, une influence sur l'opinion de la population française. Donc si on s'amuse à manipuler M. Zemmour à -2, Mme Le Pen à +2
plus 2, Madame Pécresse à plus 1, etc. On a ce que l'on veut à l'arrivée. Et j'ai le souvenir que dans toutes les élections des dizaines d'années précédentes, les sondages 9 fois sur 10 se sont plantés ou nous ont raconté des salades. Donc si vous voulez, ça ne sert à rien de vociférer, il vaudrait mieux être honnête. Mais pourquoi vous me parlez comme ça? Non, mais attendez, non, mais je ne peux pas. Ça fait, écoutez, ça fait 1 minute 30 que vous m'expliquez que je vocifère. Quand est-ce que j'ai vociféré? Mais écoutez, monsieur, je vous demande pas de m'écouter si vous n'avez pas envie de m'écouter. Non, mais à la défense de Françoise, elle n'a jamais dit qu'Éric Zemmour ne faisait pas des mules. Il faut vraiment stopper là. On peut dire des choses, mais gentiment. Gentiment. Il le dit, François. Non, pas du tout. Quand on dit quelqu'un qui vocifère, excusez-moi, moi c'est mon tempérament. Si je vous dis que Éric Zemmour est dans la radicalité et qu'il ne peut pas être élu président, c'est mon analyse politique. J'ai pas besoin. Excusez-moi, hier au soir, madame, j'ai vu un candidat qui était charmant, aimable, à l'écoute des interlocuteurs qui étaient en face de lui, qui souhaitaient d'aller avec eux. Il a des idées bien précises, il les soutient, il les tient. Il n'est pas comme la girouette Pécresse, il n'est pas comme les intérêts économiques dissimulés, comme par exemple le mari de Mme Pécresse qui a des intérêts dans des industries comme l'éolienne et d'autres choses comme ça. Et donc on n'avance pas à face cachée pour ensuite imposer quelque chose aux citoyens français. Bon, François. Et d'autre part, au niveau, vous avez parlé du logement social. Ma belle-mère, qui maintenant est malheureusement plus son âge en EHPAD, a habité pendant une trentaine d'années au pont de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés, dans une tour HLM, parce qu'elle avait des revenus modestes et qu'elle avait fini par obtenir un logement. On a vu cette tour qui était peuplée de Français d'origine française, comme vous et moi, blancs, etc., et qui, à la sortie maintenant, c'est un véritable kaléidoscope de l'immigration. Il y a eu littéralement une demi-bataille rangée pour empêcher les vendeurs de drogue de s'installer dans la tour. À plusieurs reprises, toutes les lumières ont été cassées, le hall a été tagué de noir, etc. La tour d'en face, ça a été la même histoire. Mon épouse, allant chercher sa mère un jour, se stationne en bas, un cinglé de 2 mètres de haut arrive, lui de couleur noire, parce que je suis désolé, je suis obligé de le dire, c'est des faits. Il peut y avoir en fait de toutes les origines, François. Mon épouse est une dame d'1,5 m, une ancienne directrice d'école, retraitée, dame de 65 ans, et elle arrive, on lui détruit le rétroviseur droit et gauche de la voiture, puis après on menace de lui taper dessus. C'est vrai sur le un mot à François. D'abord, Pierre, pardon. Cher Pierre, d'abord, vous voyez, on peut aussi être véhément et partager votre avis parce que ça m'arrive aussi d'être véhément et je veux dire c'est la discussion, on est dans le feu de la discussion, donc je voudrais dire que le ton de Françoise c'est son ton et que elle est pas Françoise est tout sauf une femme méchante ou dure. Voilà, mais il faut la défendre. Maintenant je voulais vous dire une chose. Je comprends tout à fait ce que vous avez dit, simplement je pense qu'il faut aussi être précis dans ce que nous disons, c'est-à-dire vous avez raison, vous constatez des choses et je ne vois pas pourquoi vous ne le diriez pas. Maintenant, pour moi, de mon point de vue, le problème n'est pas ethnique, il est culturel. C'est-à-dire, même si ça va souvent ensemble, le problème, c'est des gens qui ne sont pas acclimatés, accoutumés aux mœurs françaises et seraient... Pas que, puisque certains sont là depuis des années. Bien sûr, très souvent, excusez-moi, vous pouvez dire que c'est pas le cas, mais c'est quand même le cas, c'est-à-dire qu'il y a certaines cités, les mœurs françaises n'ont plus cours. Et donc, ça, je pense que c'est vrai, mais c'est un peu différent. Non, mais il n'y a pas que le deal. Il y a pas, et même le deal, excusez-moi, c'est quand même des marchés qui sont assez préemptés d'un point de vue communautaire, ma chère Cécile. Ne soyons pas naïfs. Simplement, je le redis et le redis, c'est pas biologique, c'est pas ethnique, c'est culturel, même si ça va souvent ensemble. Et c'est ce qu'on va aborder dans un instant avec Abdoulaye Kanté, qui est policier et enfant de la République. Abdoulaye Kanté qui sera avec nous. On va s'interroger sur justement les policiers. Est-ce qu'ils sont vraiment des mal-aimés? Parce que c'est ce qui ressort parfois dans certaines enquêtes et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure et puis au lendemain de ce grand oral. Et puis je rappelle aussi que Sud Radio, tout le monde peut s'exprimer. Voilà, et on est ravis d'avoir une Elisabeth Lévy et une Françoise Degois en soi et un Éric Revel. Et voilà, et tous nos éditorialistes. Merci en tout cas. Vous voulez nous appeler 0826 300 300, il est 9h32.